Il y a quelques jours, il m'est arrivé un truc banal. Tellement banal que, justement, on n'y fait jamais attention. J'étais dans un café, seul. Devant moi, un ordinateur, un texte en cours. Rien de spécial. Je travaillais, concentré, plutôt calme. À un moment, j'ai levé les yeux. À une table pas loin, il y avait un petit groupe. Ils parlaient, ils riaient. Et l'un d'eux a tourné la tête vers moi. Un regard, une seconde, peut-être même moins. Et pourtant, j'ai senti une tension immédiate, presque physique, un léger resserrement à l'intérieur. Pourquoi il me regarde? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Est-ce qu'il parlait de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de déplacé sans m'en rendre compte? Tout ça s'est déclenché en une fraction de seconde. Puis je me suis arrêté, vraiment arrêté. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui vient réellement de se passer? Un inconnu a tourné la tête dans ta direction. C'est tout. Et pourtant, moi, j'avais déjà bâti une histoire complète. Une histoire où j'étais observé, jugé, trouvé étrange, sans aucune preuve. Zéro. Ce type pensait peut-être à ce qu'il allait manger ce soir. Il regardait peut-être le mur derrière moi. Il ne m'avait peut-être même pas vu consciemment. Mais mon esprit, lui, avait déjà choisi une version. Et pas n'importe laquelle. Pas, il s'en fout. Pas, il ne m'a pas remarqué. Encore moins, il m'a trouvé sympa. Non, la pire, il pense du mal de moi. Et c'est là que quelque chose m'a frappé. Pourquoi, par défaut, on fait ça? Pourquoi, face à l'incertitude, notre esprit choisit presque toujours l'hypothèse la plus douloureuse? Pourquoi on est si convaincu que les autres nous observent, nous évaluent, repèrent instantanément tout ce qui ne va pas chez nous? Cette question m'a poursuivi. Elle m'a emmené loin, dans des textes anciens, dans des observations très simples de la nature humaine, dans cette idée profondément stoïcienne que ce n'est pas le monde qui nous trouble, mais l'histoire que nous fabriquons à propos du monde. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Pas avec des phrases toutes faites du genre. Arrête de te soucier de ce que les autres pensent. Soyons honnêtes. Si c'était aussi simple, tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. Non, je veux aller plus bas que ça. Comprendre ce qui se passe réellement. D'où ça vient. Comment ce mécanisme fonctionne, minute après minute, dans ta tête. Et peut-être pas une promesse, mais une possibilité, trouver quelque chose qui ressemble à une sortie. Alors dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Te sentir invisible? Ou au contraire, trop visible? Avoir la conviction que les autres pensaient du mal de toi sans avoir le moindre élément concret? Si oui, reste avec moi. Parce que ce qu'on va explorer, ce n'est pas abstrait. C'est intime. Tu connais ce moment précis. Tu marches quelque part, dans la rue, au travail, peu importe. Et soudain, une pensée surgit, sans prévenir. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Pas de raison claire, pas de contexte précis, juste une impression. Et immédiatement, ton esprit se met au travail. Il cherche une explication. Il fouille dans le passé. Une phrase dite trop vite hier. Un regard mal interprété. Un détail insignifiant que tu ressors de sa tombe. Et voilà, une poussière devient une montagne. Tu commences à croire que ce malaise veut dire quelque chose, que c'est un signal, la preuve d'un défaut profond. Mais si tu prends vraiment le temps d'observer, tu te rends compte que ce n'était rien d'autre qu'un mouvement du mental, une fluctuation, une humeur, une vague qui monte, puis redescend. Marc Aurèle l'avait déjà compris. L'esprit est capable de se troubler tout seul, même quand tout va bien. Ce n'était pas un problème réel. Ce n'était pas un signe. Ce n'était pas une vérité sur toi. C'était juste ton esprit qui commentait le monde, alors qu'il n'y avait rien à commenter. Et toi, pendant un instant, tu as failli confondre ce réflexe avec la réalité. Ou alors, il y a cette autre scène. Tu es avec des gens, des amis, des collègues, des proches. Tu dis quelque chose, une blague, une remarque, une opinion. Pas de réaction, pas de rire. Juste un court silence, puis la conversation continue ailleurs. Et là, tout démarre. C'était nul. J'aurais pas dû dire ça. Pourquoi je parle toujours comme ça? Pourtant, les explications alternatives existent. Ils n'ont peut-être pas entendu. Le timing n'était pas bon. Ils étaient distraits, fatigués, ailleurs. Mais ton esprit ne les examine même pas. Il saute directement à la conclusion la plus dure. Le rejet. Et ce mécanisme ne s'arrête pas aux inconnus. Il touche aussi ce qui compte. Un ami qui ne t'invite pas quelque part. Objectivement, il y a 1000 raisons possibles. Mais toi, tu te demandes déjà,
Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je compte vraiment pour lui? Quelqu'un qui te parle différemment aujourd'hui, un ton plus sec, un regard moins présent. Il est peut-être fatigué, pris dans ses propres problèmes, dans son propre monde intérieur. Mais ton esprit tranche. C'est à cause de moi? On est incroyablement doué pour ça, des machines à interpréter. Et étrangement, nos interprétations spontanées vont presque toujours dans le même sens. Contre nous, je me suis longtemps demandé pourquoi. Pourquoi notre cerveau choisit systématiquement l'hypothèse la plus douloureuse? Pourquoi, face au flou, il imagine le pire plutôt que le neutre ou le favorable? Je n'ai pas trouvé de réponse définitive, mais j'ai trouvé des pistes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La première piste, c'est celle-ci, et elle change beaucoup de choses quand on la voit vraiment. On ne voit jamais le monde tel qu'il est. On le voit à travers nos filtres. Et ces filtres, tu ne les as pas choisis consciemment. Ils se sont construits lentement, sans bruit, au fil des années. Chaque fois que quelqu'un t'a fait sentir que tu n'étais pas assez, chaque fois que tu as été mis de côté, ignoré, comparé, rejeté, chaque fois que tu as eu l'impression de ne pas vraiment compter, rien de spectaculaire, juste des micro-expériences, mais répétées, et ces expériences ont laissé des traces. Aujourd'hui, ces traces colorent ta perception. Elles te font voir du rejet là où il n'y en a pas. Elles te font entendre des critiques qui n'ont jamais été formulées. Elles te donnent ce sentiment étrange d'être invisible, même quand on te regarde. Ce n'est pas de la paranoïa au sens clinique. C'est plus fin que ça, plus sournois. C'est un biais émotionnel. Tu t'attends à être jugé. Alors ton esprit trouve des preuves de jugement partout, même quand il n'y en a aucune. Un philosophe ancien avait mis le doigt exactement là-dessus. Épictète. Il disait, en substance, quelque chose de très simple et très dérangeant. Ce ne sont jamais les événements qui nous touchent, mais l'idée que nous nous en faisons. Quelqu'un te regarde. Ce n'est pas le regard qui te fait quelque chose. C'est ce que tu crois que ce regard signifie. Quelqu'un ne répond pas à ton message. Ce n'est pas le silence qui fait mal. C'est l'histoire que tu te racontes sur ce silence. Quelqu'un ne réagit pas à ta blague. Ce n'est pas leur absence de réaction qui te blesse. C'est l'interprétation que tu fabriques immédiatement. Entre l'événement et ta souffrance, il y a toujours un intermédiaire. Une pensée, une croyance, une interprétation. Le problème, c'est que cet intermédiaire est presque invisible. Il agit vite, très vite, tellement vite que tu crois réagir directement à la réalité. Mais tu ne réagis pas à ce qui se passe. Tu réagis à ce que tu crois qu'il se passe. Laisse-moi te donner une image très concrète. Deux personnes vivent exactement la même scène. Elles entrent dans une pièce remplie d'inconnus. Quelques regards se lèvent. Puis chacun retourne à sa conversation. La première personne se dit « Normal, quelqu'un est entré ». Elle s'installe. Elle respire. Elle finit par parler avec quelqu'un. La deuxième personne se dit « Ils m'ont regardé, puis ils se sont détournés. Je dois avoir l'air bizarre. Je ne suis pas à ma place ici. » Elle reste en retrait, mal à l'aise, persuadée d'avoir été jugée. Même situation, même regard, deux expériences radicalement différentes. La différence n'est pas dans ce qui s'est passé, elle est dans ce qui a été cru. Et là, quelque chose d'important apparaît. Si le problème venait vraiment des autres, si le problème venait vraiment du monde extérieur, on serait coincé, parce qu'on ne peut pas contrôler les regards. On ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. On ne peut pas neutraliser le jugement humain. Mais si le problème est dans l'interprétation, alors une porte s'ouvre. Parce que l'interprétation, c'est nous, c'est notre esprit. Et même si on ne peut pas tout maîtriser, on peut commencer par voir. Je ne te dis pas que c'est facile. Ces schémas sont anciens, parfois ancrés depuis l'enfance. Ils sont tellement familiers qu'ils ressemblent à la réalité elle-même. Mais ils ne sont pas la réalité. Ils sont une version, une réalité filtrée, colorée par tout ce que tu as vécu. Tu sais ce qui m'a vraiment frappé? Un jour, de réaliser à quel point je me croyais au centre des pensées des autres. Pas par arrogance, pas en me croyant spécial, mais en croyant que les gens passaient du temps à penser à moi, à analyser ce que j'avais dit, comment je m'étais tenu, ce que j'avais l'air d'être. Alors j'ai retourné la question. Moi, combien de temps je passe à penser aux autres, à vraiment les analyser, à juger leurs gestes, à décortiquer leurs paroles pendant des heures? La réponse est simple, presque jamais. Je suis trop occupé par mes propres pensées, mes propres inquiétudes, ma propre vie.
Quand je croise quelqu'un dans la rue, je ne passe pas la soirée à analyser sa démarche. Quand quelqu'un dit quelque chose de maladroit, je l'oublie souvent en quelques minutes. Comme tout le monde. Et là, une évidence apparaît. Si moi, je ne passe pas mon temps à juger les autres, pourquoi est-ce que les autres passent leur temps à me juger? Moi, il y a un nom pour cette illusion. Les psychologues l'appellent l'effet projecteur. Cette sensation que tous les regards sont braqués sur toi, que tes erreurs sont évidentes, que tes défauts sont visibles par tous. Mais c'est une illusion créée par un fait simple. Tu es toujours au centre de ta propre expérience. Le troisième pas est plus inconfortable, mais il est libérateur. Certaines personnes ne t'aimeront pas, certaines te jugeront, certaines penseront du mal de toi. Quoi que tu fasses, tu peux être irréprochable, attentionné, sincère. Ça ne changera rien. Et la vraie question est celle-ci. Est-ce vraiment si grave? Une pensée négative dans la tête de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça change, concrètement, dans ta vie? Rien, à moins que tu lui donnes du pouvoir. Le pouvoir vient toujours de l'attention que tu donnes. Sénèque disait qu'on se rend souvent vulnérable à des gens qui n'en valent pas la peine. Des inconnus, des passants, des voix sans importance réelle. Pendant qu'on néglige l'opinion des seuls qui comptent vraiment. Pose-toi cette question. L'opinion de cette personne mérite-t-elle vraiment mon énergie? Et puis il y a quelque chose de plus profond encore. Cette obsession de regard des autres cache souvent un vide, une quête de validation. On cherche dans les yeux des autres une confirmation, qu'on ne s'accorde pas à soi-même. Mais cette confirmation, même quand elle arrive, ne dure jamais. Elle soulage un instant, puis la peur revient. Les stoïciens l'avaient compris. La seule opinion sur laquelle tu as un vrai pouvoir, c'est la tienne. Pas par orgueil, par responsabilité. Tu ne contrôles pas le regard des autres, mais tu peux travailler sur ton propre regard. Et quand cette base est solide, l'opinion des autres devient ce qu'elle a toujours été. Une opinion, rien de plus. Je vais être honnête. Il y a eu une période où je me sentais bizarre partout. Chaque interaction devenait un examen. Chaque conversation était disséquée après coup. Et un jour, quelqu'un m'a dit, « Tu sais, les gens pensent beaucoup moins à toi que tu ne le crois. » Sur le moment, ça m'a piqué. Puis j'ai compris que c'était une libération. Parce que s'ils ne pensent pas à moi, ils ne me jugent pas non plus. Ils vivent leur vie. Et moi, je peux vivre la mienne. On touche à quelque chose d'essentiel. La peur d'être jugé et la peur d'être invisible viennent souvent du même endroit. On veut être vu, sans être exposé. Mais être vraiment vu, c'est accepter le risque d'être jugé. C'est là que le courage entre en jeu. Pas le courage d'être parfait. Le courage d'être vrai. Pas avec tout le monde, mais avec les bonnes personnes. Certaines s'éloigneront, d'autres resteront. Et celles qui restent après avoir vu la vérité, leur présence est réelle. Je veux te laisser avec ça. La plupart des gens que tu admires ont douté d'eux-mêmes. Ils se sont demandé s'ils avaient leur place, s'ils n'étaient pas des imposteurs. Le doute n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de vie. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour commencer. On se transforme en marchant. Pas avant, pas après. Et si tu es encore là, à écouter tout ça, c'est que quelque chose en toi cherche plus que la surface. Garde cette part-là. C'est elle qui sait où aller. On va s'arrêter là. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que, à un moment ou à un autre, tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit. Et si c'est le cas, retiens une chose simple. Tes pensées ne sont pas des faits. Le regard des autres n'est pas un verdict. Et ta valeur ne se négocie pas dans l'opinion de gens qui ne connaissent rien de ton combat intérieur. Tu n'as rien à prouver à la foule. Seulement à avancer avec un peu plus de lucidité, un peu plus de vérité. Si tu es encore là, prends 2 secondes. Dis-moi en commentaire si ce thème t'a touché ou ce que ça a réveillé chez toi. Lis vos retours, ça permet à cette chaîne de rester vivante et sincère. Un like, un commentaire, un abonnement. Ce n'est pas pour flatter l'ego. C'est juste ce qui permet à ce genre de contenu d'atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prends soin de ton regard intérieur.